Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire Expression Livre. Ce soir, nous allons parler de notre glorieuse lutte de libération nationale, et cela va de soi, puisque n'oublions pas que toute cette année, jusqu'à novembre 2015, nous allons évoquer souvent dans Expression Livre, le 60e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale, la lutte pour notre indépendance, 1er novembre 1954. Alors aujourd'hui, témoignage, évocation d'une grande figure de notre lutte pour l'indépendance, Abbas Laghour, grand combattant d'une des wilayas qui a le plus souffert, d'une des zones plutôt, puisqu'elle ne viendra que wilaya par la suite, d'une des zones, la zone 1, Ores Namamcha. Nous allons évoquer donc cette grande figure qui a été Abbas Laghour, et pour cela, notre invité est l'auteur de l'ouvrage, son frère Salah Laghour. Bonsoir Salah Laghour. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Eh bien, d'abord, signalons que cet ouvrage, dont le titre exact est Abbas Laghour, du militantisme au combat, Wilaya 1, Ores Namamcha, est paru chez Shihab Éditions cette année, 2014. Oui, donc, je crois qu'il est sorti lors du Salon international du livre d'Alger, c'est cela? Voilà. Alors, votre ouvrage, pour moi, c'est un ouvrage tout d'abord où vous avez voulu en même temps apporter le témoignage à travers, et vous le dites dans votre préface, à travers vos témoignages familiaux, votre proche famille, mais aussi des témoignages de ceux qui l'ont soit connu, soit côtoyé. Malheureusement, beaucoup sont partis, ne sont plus avec nous. D'aucuns sont tombés au champ d'honneur, d'autres, malheureusement, l'âge et la maladie à cause des souffrances pendant leur combat. Et puis, vous avez également été chercher à travers une documentation, des écrits sur la guerre d'Algérie, qu'ils soient d'ailleurs de gens comme Bijard ou Courrière ou Benjamin Stora, mais également des témoignages à travers des anciens moudjahids qui ont écrit leur biographie ou leur mémoire. Absolument. Alors, tout de suite, ce qui m'a excessivement intéressé, Salah Laghour, dans votre ouvrage, c'est que, il y a peu d'ouvrages, d'histoires ou de témoignages sur cette fameuse Wilaya 1, qui d'abord s'appelait la zone 1, ce qu'on appelait Ores Namamcha. Alors, est-ce que c'était d'abord, avant même de vouloir rendre hommage à votre frère, Abbas Laghour, dire, bon, peut-être qu'il faudrait que les historiens s'attachent un peu plus à ce pan de notre histoire, puisque, comme on dit, le brasier a commencé là. Absolument. Oui, je pense que les Ores Namamcha, la zone 1, jouait un rôle vraiment important dans notre révolution. Et tout le monde sait que avant même le déclenchement de la révolution, Ben Boulid avait déclaré et elle a promis au groupe de la réunion du groupe de 22 que les Ores peuvent tenir un an face à la puissance coloniale. Et je pense les hommes de novembre ont eu un courage extraordinaire, et je pense qu'ils n'ont pas eu suffisamment, ils n'ont pas leur place dans notre histoire.
quand je parle du 1er novembre, je parle du mouvement national, c'est-à-dire du groupe qui a déclenché la révolution. Parce que, comme on verra par la suite, il y a eu l'arrivée d'autres mouvements politiques, d'autres associations, et ce qui a provoqué, on verra peut-être plus tard, des luttes ensuite après 1956. Donc les Aurès ont tenu pendant presque un an face à une puissance terrible française. On a vu des déportations de plus de 40 ou 80 000 personnes dès le début de la Révolution. Déportation des familles des maquisards. Ma famille, propre famille, nous on a été déportés en décembre 1954. Donc, la France a mis le paquet sur les Aurès, pensant que la révolte est une révolte locale. Pouvait être circonscrite juste dans cette région-là. Il pensait que c'est une révolte locale. Voilà. Bien que les événements ou l'action du 1er novembre a eu lieu un peu partout en Algérie, et c'est ce qui donne sa valeur historique et symbolique extraordinaire. C'est que pour la première fois, les Algériens décident par eux-mêmes d'affronter une troisième peut-être puissance mondiale avec des moyens vraiment dérisoires. Et c'est un courage de ces hommes-là, et je pense jusqu'à maintenant, on ne leur rend pas assez d'hommage à ces hommes, et on rentre un peu dans des querelles politiques où il y a, si on veut, des intrus de partis politiques ou d'associations qui interviennent dans ce processus de déclenchement de la révolution. Donc, Abbas Laghour était un des hommes de 1er novembre. On sait que son action a été vraiment importante sur le plan médiatique. C'est ce que surtout cherchaient les hommes de novembre, c'est la médiatisation du 1er novembre. Ça a été médiatisé, en particulier dans Khanchla, où il y a eu 3 morts, c'est-à-dire 2 soldats et le premier officier français, Darnaud, qui est mort la nuit de novembre, ce qui a provoqué enfin les médias, c'était en premier, Khanchla était en première page des médias de l'époque. Alors, effectivement, dans votre ouvrage, Salah Laghour, vous citez beaucoup, non seulement ce qu'on appelle les grands journaux de l'époque, hein, que ce soit des journaux d'ailleurs de ce qu'on a appelé la métropole, mais également des journaux qui étaient généralement tenus par des grands colons, hein. Mais vous citez également beaucoup d'officiers supérieurs français qui, dans leur rapport, ou presque 50 ans après ou 40 ans après, quand ils ont écrit leur mémoire, comme le Massu ou Bijard, évoquent cette région en disant c'est incroyable comment cette région et c'est là aussi le grand intérêt de votre ouvrage, on va le voir, comment cette région qui est une région très très pauvre, hein, alors il faut dire le mot misérable, oui, hein, absolument, où le colonialisme a toujours joué sur les dissensions tribales, vous en parlez beaucoup, clanisme, tribalisme, clientélisme. Bon, on ne pensait jamais qu'il allait y avoir une sorte d'unité qui allait être mise en place pour décider qu'un jour, le 1er novembre 54, mais il ne faut pas oublier que 54, c'est pas venu comme ça, mais que déjà, il y avait un militantisme extrêmement poussé, PPA-MTLD, ensuite OS, CRUA, qui bouillonnait dans cette région. On pensait que Khanchla, même Chara, cette région, on pensait beaucoup plus que ça allait être dans les villes. Hein, en fin de compte, hein. C'est les grandes villes où le colonialisme français avait peur. Alger, Constantine, Oran, peut-être un peu Stef, Tizi Ouzou, Djaïa, etc. Mais certainement pas là.
dans une région comme Rechla. Hein, c'était une région paysanne, donc non citadine, pauvre. Il faut le dire, malheureusement, excessivement illettré. Vous donnez des chiffres même. Hein. Dites, moi-même j'ai été, Abbas Larour a eu une chance extraordinaire d'aller faire l'école mixte, indigène, mais 90%, ou si ce n'est pas 95% de la population est totalement illettrée. Oui, plus que ça, parce que c'est vrai, la région Khachla, les Aurès en général, les Aurès Memcha, c'était une région totalement abandonnée, on sait, par les Ottomans, l'époque ottomane, c'était limité à... Les Aurès étaient totalement abandonnés, et même pendant la colonisation, il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu une grosse pénétration, on va dire. Misérable, bien que Khanchla, ville de Khanchla quand même, où les Aurès en général étaient un carrefour très important de civilisation, de lutte aussi. On sait Khanchla, c'est Mascula, c'est une grande ville romaine, une ville aussi amazigh. On sait que l'autoroute romaine passe à Baraï, par Baraï, à côté de Khanchla. Donc il y avait des plaines armées là aussi. À l'époque romaine, c'était aussi une région très riche. Alors, justement, ça c'est un point important, parce qu'effectivement, peut-être que la population des environs, et peut-être même de Khanchla, était malheureusement quasi pas du tout alphabétisée, mais... Et ça, j'ai trouvé ça excessivement intéressant, ça j'ignorais totalement. Khanchla a toujours été un parcours, un point de jonction. Alors, il a été aussi bien un point de jonction jusque pour les pèlerinages. Absolument. Il a été un point de jonction pour le commerce, à l'époque romaine, à l'époque berbère. Il a été un point de jonction pour les Romains. Il a été un point de jonction. Ça a toujours été un carrefour. La conquête musulmane, oui, arabe, passé par là. Kahina, Kusayla, Uqba est passé par là. Exactement. C'est-à-dire Uqba est passé par là. Un point, Alors, est-ce que c'est pas ça qui a fait que, à un moment donné, peut-être que les gens ne savaient pas lire et écrire, mais ils écoutaient. Et donc, ils avaient des échos de tout ce qui pouvait se passer à travers le monde. C'était comme une sorte de journal vivant, je dirais, de presse vivante qu'il y avait à Khanchla et dans la région, parce que il y avait des échanges. Tiens, il y a quelqu'un qui vient du Caire, il y a quelqu'un qui vient de Syrie, il y a quelqu'un qui vient de la Mecque, il y a quelqu'un qui vient de l'Ouest aussi, parce qu'il y avait beaucoup de Marocains qui passaient. Oui. Hein. Ça, c'est important. Les gens avaient soif de connaissances. Le passage de n'importe quel étranger, entre guillemets, et les gens prennent comme quelque chose un bénéfice au niveau relations. Moi, comme je signale, mon père, nous, on avait une maison, la maison du Douar, il y a 3 km de Khanchla, il y avait un coin, on l'appelle Dardiev, exactement, ouais. La cour, en plus c'est caché, au niveau architectural, c'est bien fait. L'invité, il est bien tout seul et à l'extérieur de la cour de la maison principale. Et donc les gens s'arrêtaient là, des Marocains, des gens qui venaient de l'Ouest. Donc et puis il y avait le contact avec la Tunisie. Et puis le pèlerinage de l'époque était beaucoup plus enrichissant pour les pèlerins que actuellement, parce qu'actuellement, à 4 heures, on est à la Mecque. Mais à l'époque, quand on fait 6 mois de route et 6 mois aller-retour, on revient cultivé. C'est-à-dire, pendant le voyage, le pèlerin... On a beaucoup de choses à raconter. Apprend beaucoup de choses, lui aussi. C'est-à-dire, un échange. Le pèlerin apprend des choses, soit en Libye, en Tunisie. Il apprend l'existence d'autres peuples. Même les gens sont ignorants, mais ils savaient qu'il y a un problème palestinien, la guerre israélo-arabe, etc. Tout ça, c'est transmis par des gens illettrés, c'est-à-dire qui connaissaient pas. Et puis, au Moyen-Orient, et puis en Eurasie, comme on dit, il y a le mouvement jeune turc, qui va avoir une grosse influence. Donc le mouvement aussi des jeunes Algériens indépendants. Tout ça va foisonner et va donner le bon bouillon
hein, Exactement, qui- au début des années 20. Voilà, c'est les années 20, Ça a hein. commencé là, le véritable, parce que les Algériens ont résisté tout le temps. On a eu des résistances tout le temps, mais les résistances étaient parfois locales, c'est-à-dire des régionales. Et c'est le mouvement national des années 20 avec le PPA, l'MTLD, qui a vu aussi une unité de l'Algérie, et pas seulement une unité de l'Algérie, c'est l'unité du Maghreb. Alors, comme on va le voir absolument. peut-être plus tard, l'unité de du l'armée Maghreb. du Maghreb. À l'époque, de les libération jeunes du de Maghreb. l'époque, moi j'ai été jeune à l'époque, mais les jeunes, enfin, les gens qui ont 70 ans, voyaient toujours les drapeaux algériens, marocains et tunisiens attachés. Oui. Les dirigeants, même les dirigeants de l'époque, avaient dans leur programme politique, l'unité maghrébine existe. Malheureusement, actuellement, dans nos partis politiques, il n'y a pas de parti unitaire, si on veut. Alors, et ça va poser d'ailleurs pas mal de dissensions et de problèmes, cette histoire de l'armée de libération du Maghreb. On va voir que, parce que votre frère, Abbas Larour, il a plus que cru. Il a été un fervent défenseur de cette armée, où, encore une fois, là, juste, j'ouvre une parenthèse, il y a pratiquement rien qui a été écrit. Je crois un excellent ouvrage, je crois, de René Galissot, hein, si mes souvenirs sont bons, qui a été écrit là-dessus, mais peu de choses ont été écrites sur l'armée de libération du Maghreb. Et pourtant, Dieu sait si il y a eu beaucoup de problèmes autour de cette question-là. Alors, le début de votre ouvrage, c'est vous racontez votre vie familiale. Voilà. Hein. Vous dites, bon, on n'était pas une famille très aisée, mais on n'était pas pauvres. Hein. De petits propriétaires terriens. Voilà. Preuve en est, c'est que mon frère a pu aller à l'école, vos autres frères également ont pu faire... Ils n'étaient pas dans la misère. C'est normal à l'époque, malheureusement. Les filles restaient à la maison. Elles n'étaient pas scolarisées. Et vous-même avez 7 ans au 1er novembre. Ouais, hein. Et j'ai fait une année scolaire dans l'école indigène française. Et au déclenchement de la guerre, la révolution, on a été déportés. Et j'ai abandonné et j'ai repris mes études à 14 ans. 14 ans, ouais. Bon. Un mois après, il y a le camion qui arrive et on vous embarque dans le camion Manu Militari et on vous déporte carrément. Hein. On m'a déporté dans un camp, on était surveillé par un cahier. Alors, c'était la destinée que votre frère Abbas soit né pratiquement avec l'étoile nord-africaine. Ouais. Hein? C'était prédestiné, non? Oui, il est né il est né à la même date que la création de l'étoile nord-africaine. Oui, on peut remarquer aussi que la majorité des militants de novembre, des novembristes, si on veut, sont nés à cette période-là. Est-ce que c'est une étoile qui a donné tout un ensemble d'étoiles qui sont nées, la majorité sont nées entre 20 et 25, 26, tous les militants de la Révolution en novembre 54 étaient nés un peu dans cette tranche de temps. Alors, je voudrais quand même qu'on signale une chose, Salah Larour, c'est que ça, vous le précisez bien dans votre introduction, vous dites « Attention, je ne suis pas un historien, hein, je n'ai pas écrit cet ouvrage en me prétendant être historien. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que malheureusement, et vous le dites pour d'autres cas, de plus en plus, avec le temps, des documents se perdent, des mémoires se perdent, parce que ça fait 60 ans et plus, puisqu'il faut même commencer en 45 et même peut-être avant, donc tout ça se perd. Des documents se sont perdus. J'aimais bien
le passage où vous dites on avait tellement peur du document écrit qu'on n'osait même pas ramasser un papier par terre. Absolument, absolument. Parce que les gens ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Attention. Qu'est-ce que ça peut être? Ce que contient le document. Et c'est vraiment la peur d'avoir un document écrit, ne pas le toucher. Comme on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, on se disait... Ah oui, il faut mieux éviter. Les autorités coloniales risquent de nous dire qu'est-ce que c'est que ça. Et c'est ainsi, beaucoup de choses ont disparu malheureusement. Les familles ont brûlé parce que il faut voir les gens... caché. Les gens qui ont vécu surtout à la campagne, c'était très dur pour la révolution, pour les gens qui ont vécu à la campagne. C'était des rafles des militaires français qui arrivaient tous les jours, enfin toutes les semaines, fuyaient partout, cherchaient partout. Donc tout document, toute chose qui peut être un signe comme quoi la famille pouvait accueillir ou avait accueilli des moudjahids. Il y a d'ailleurs un truc, une anecdote où la vieille Skina, elle s'était bien débarrassée des documents, mais il lui restait le poste. Et puis elle ne savait pas comment ça fonctionnait tout ça. Et alors donc elle a commencé à parler au poste. Et puis elle s'est dit, bon allez, je vais le bousiller ce poste, parce que s'il le trouve, là, la patrouille française, si elle le trouve, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je suis en train de raconter ce poste, il fallait tout détruire. Absolument. Beaucoup de documents ont été enterrés, mais les personnes qui les ont enterrés ne se rappellent même plus quelquefois où. Généralement, c'était pour beaucoup dans des cimetières, et puis on ne retrouve plus. Où malheureusement les personnes ont disparu. Et vous dites, voilà, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver soit des écrits, mais c'est très difficile, d'abord parce qu'on sait très bien que beaucoup d'archives sont encore maintenues, c'est le cas de le dire, manu militari, par le gouvernement français qui ne veut toujours pas ouvrir totalement les archives. Nous-mêmes en Algérie, le problème du collectage des archives est très difficile, parce qu'on sait que beaucoup d'archives sont encore dans des familles. Des photos, des archives, des photos absolument extraordinaires. Il y en a d'ailleurs dans votre livre, mais c'est des photos personnelles, familiales. Donc difficile de trouver des photos, probablement que votre frère a été pris en photo, peut-être par d'autres personnes qui se trouvent par ailleurs, certainement. Certainement. Alors, donc vous dites, attention, moi, je laisse aux historiens le soin de faire leur travail d'historien. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est collecter un peu à droite et à gauche des témoignages, et je les livre. Absolument. Et attention, je ne porte pas de jugement. Ça, c'est important. Vous dites, je veux poser les questions. Oui. Et je me suis posé des questions. Mais il faut poser toutes les questions. Oui. Voilà la différence. C'est que vous dites... il ne faut pas seulement avancer des faits en disant il semble, on m'a dit, peut-être, etc. Mais moi je pose tout ce que j'ai entendu, ou ce qu'on m'a dit, ou ce que j'ai pu lire, et puis maintenant, à vous de faire la part des choses. Un lecteur aussi de faire son point de vue. Je pense, moi je lis quelques ouvrages aussi d'historiens algériens. Malheureusement, parfois, ils se basent sur des... On a dit, il me semble que... Moi, je suis d'accord à la limite pour une analyse. C'est ça. Une analyse sociologique, scientifique, pour arriver à une conclusion que telle personne, si on ne dispose pas de documents, on ne dispose pas de témoignages, à ce moment-là, on regarde d'autres témoignages, d'autres situations. Il faut les confronter. Et on confronte, et on peut donner, on dit... À mon avis, c'est ça. Parce que quand on dit c'est ça, c'est dangereux pour le ah ben c'est péremptoire, on est sûr que... C'est dangereux pour l'histoire de dire tel a fait telle action sans dire il me semble que c'est lui qui a fait telle action. Donc cette condition, c'est très important pour les lecteurs qui ne soient pas induits... parce qu'on lit un livre, ça y est, il a dit telle assertion, c'est bon. Oui, c'est ça.
c'est OK. Donc, on doit faire attention. Et moi, ce que j'ai ici, c'est comme vous dites, j'ai essayé de rassembler ce qui est écrit sur Abbas Larour, sur la wilaya et la zone 1 en particulier. Et comme on disait tout à l'heure, cette zone manque beaucoup d'archives. D'abord, il y a des archives qui ont disparu pendant la guerre. Pendant la guerre de libération, beaucoup d'archives, soit les Français ont récupéré, on essaye jusqu'à maintenant de retrouver quelques archives de correspondance, les journaux, parce qu'il faut savoir que la zone 1 était extraordinairement organisée, et ça, on ne le sait malheureusement pas, comme dit, il n'y a pas d'écrit sur cette wilaya. Moi, quand je rentre dans les librairies, je trouve la wilaya 3, la wilaya 4, c'est formidable, ça fait plaisir de lire, d'entendre les autres, de voir les avis différents des anciens détenus, de citoyens simples qui écrivent ses mémoires sur la guerre de libération. C'est quelque chose de très positif. Et je me dis, la wilaya 1, on manque beaucoup d'écrits sur cette wilaya qui était pionnière dans notre guerre de libération. Et maintenant, le manque d'écrits, il y a aussi beaucoup d'intellectuels maquisards ont disparu, dans des conditions parfois vraiment dures. Disons obscures. Obscures. Et la wilaya a été amputée de ces cadres qui pouvaient écrire sur cette wilaya, qui pouvaient apporter des réflexions, des témoignages réfléchis, bien analysés. Cet ensemble, on n'a pas malheureusement d'auteurs. Et puis bon, après il y a une ouverture depuis maintenant une dizaine d'années, je pense plus, 15 ans. Il y a une certaine liberté dans l'expression. Hein. Non, depuis une dizaine d'années, effectivement. On peut écrire, beaucoup d'ouvrages. On peut écrire, c'est très important. Maintenant, les historiens, c'est aux historiens aussi, parce que moi, je pense l'histoire se base aussi sur les témoignages des gens, confrontés des différents témoignages, et plus tard jugés à condition aussi de tomber sur des historiens aussi intègres et véritablement intègres dans la réflexion. Et qui font leur travail d'historien. Et puis eux aussi, il leur faut une matière aussi première pour réfléchir, c'est les témoignages des citoyens, des acteurs de la Révolution, ou des efforts modestes comme le mien. Alors, malheureusement, parce que nous n'avons qu'une heure, hein. Donc on est obligé un petit peu de cadrer sur juste certains moments. Vous évoquez bien évidemment toute la jeunesse et le parcours de votre frère. Hein. Il a fait donc l'école, il a même eu certificat d'études primaires, renvoyé parce que c'était déjà une forte tête, hein, très forte tête. Bon, il trouve un travail comme cuisinier à la commune de Khenchela, mais là aussi, ou chez un officier, je ne sais plus, mais là aussi renvoyé parce que... Renvoyé par activité, oui. Bon, il ne supportait pas une quelconque... la hogra, tout simplement, il ne supportait pas. Donc il va tenir ensuite une boutique d'herbes, mais très vite, il va commencer à s'intéresser à la politique d'une façon générale, et puis tout de suite, il va aller plutôt, ses idées vont tout de suite se porter sur PPA, MTLD, et ensuite de plus en plus vers le fait que non, c'est la lutte armée qui peut réellement nous sortir de cette nuit coloniale, comme disait Falat Abbas. Hein. Donc il va combattre très fortement tous ceux qui ne sont pas dans cette lignée-là, et qui va faire que, bien évidemment, il va passer Os, Crua, et ensuite, tout de suite,
c'est un des premiers. Il va rejoindre les 22, il va être avec les 22, et tout de suite, il va être un avec Mostafa Ben Boulaïd, hein, Chihani, et Chihani, il va être l'un des 3 qui vont, eh bien, commencer ce fameux 1er novembre dans cette région des Ores Mcha, et il va être lui beaucoup plus dans la région d'Amamcha. Il va être directement sur ce front-là. Mais ce qui est très, là aussi, c'est un point qui, à mon avis, a été très peu développé, peut-être un peu dans les Tamiseurs de sable. C'est un des rares ouvrages, je dois avouer, qui n'est pas un ouvrage d'historien non plus, mais qui est une contribution à l'histoire de la Wilaya 1. De M. Madassi est vraiment, parce que lui, il est, comme on voit dans son livre d'ailleurs, il n'a pas de référence dans son... Non. Parce qu'il était directement avec les acteurs. C'est ça. D'où l'importance... C'est un témoignage. De son ouvrage. Mais j'avoue que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans son ouvrage Les Tamiseurs de sable, parce que c'était la première fois que je commençais à lire réellement quelques points d'histoire sur cette fameuse wilaya, de la wilaya 1, et pourtant, qui est celle qui est la plus connue. Je veux dire la plus connue, dans le sens où c'est elle qui a mis le feu aux poudres. Et c'est celle sur laquelle on a le moins écrit. Ben oui, malheureusement, c'est ce qu'on remarque, une négligence même de la part des historiens, c'est-à-dire peu de spécialistes. Alors moi, je vais vous poser très franchement la question. Est-ce que c'est une négligence ou c'est parce que, effectivement, cette wilaya, cette zone d'abord, parce qu'elle s'appelait zone 1, a eu une histoire jusqu'à pratiquement 62, jusqu'à l'indépendance, excessivement complexe concernant aussi bien son commandement que ses relations avec d'autres wilayats, qu'avec ce qui va sortir du congrès de la Souma, qu'avec la base de Tunis, qu'avec l'extérieur. On pourrait se poser cette question-là. Peut-être c'est parce que tout simplement, c'est une des wilayats qui a eu, disons, pas le plus d'histoire dans le sens mauvais ou c'est vrai, ça positif. C'est quand même une... je n'ai pas étiquette, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est une étiquette qui est devenue, dans le langage des historiens de tout le monde, le tribalisme. La wilaya 1, c'est pas ça. La mort de Chihani, Rajoul s'est rendu. Non, la wilaya 1 a connu des problèmes, ou la zone 1 a connu les problèmes comme dans toutes les wilayas, et encore moins que certaines wilayas. Oui. Moins que certaines wilayas. On pense les Beluites, par exemple, ce qu'il y a eu dans la wilaya 3, c'est quand même... Mais on a tendance à coller ces histoires de tribalisme, de lutte intestine, il y a eu des luttes intestines dans la wilaya 1, il y a eu d'autres luttes dans d'autres wilayas, il y a eu des problèmes, mais je pense que c'est pas... Peut-être parce qu'elle était pionnière dans le déclenchement de la Révolution, elle est aussi pionnière dans cette lutte pour le pouvoir, où sinon la wilaya a été super organisée, il y avait... les grades étaient déterminés, il y avait une organisation, comme disait Ajoul, ce qu'il raconte dans le livre de Madassi. Ils ont même prévu un bataillon alors qu'ils ne faisaient même pas une section, ils n'étaient pas nombreux. Est-ce que c'est aussi, parce que bon, maintenant, heureusement, depuis maintenant plus qu'une dizaine d'années. Même s'il y a eu des histoires comme ça, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas écrire. Bien sûr. Au contraire. Non, mais comme vous le signaliez tout à l'heure, depuis 14 ans au moins, par exemple, il était
pas question, il y a 20 ou 25 ans de ça, d'évoquer même le nom de Messali El-Hadj, alors que, bien heureusement, aujourd'hui, comme c'est qu'on le veuille ou non, une des figures de proue du nationalisme algérien, non seulement la maison d'édition ANEP, par exemple, sort ses mémoires, mais en plus, elles sont préfacées par son Excellence, notre président Abdelaziz Bouteflika. Bon, donc, on a avancé quand même, hein, on a bien avancé. Hein, Farhat Abbas, pareillement, hein, on l'évoquait qu'à demi-mot. Farhat Abbas, Messali, c'est vrai, c'est un problème avec la rupture qu'il y a eu en 54. Et puis, donc, moi je pense, si on parle de Messali, il n'y a pas de raison de parler de ce qui s'est passé dans les Aurès, comme Achoul, comme Alors, la question, parce que vous la posez, cette question, hein, Lagharour, dans votre ouvrage, j'en rappelle le titre, Abbas Lagharour, du militantisme au combat, Wilaya 1, Aurès Namamcha, par aux éditions Shihab. Vous dites, est-ce que c'est pas parce que aussi, là où il y a eu, je dirais, confrontation et première dissension, hein, avec ceux qui vont venir après, ceux qui n'étaient pas directement du 1er novembre 54, est-ce que c'était pas parce que c'était les responsables de la zone 1, enfin de la wilaya 1, qui ont été les premiers au front pour dire attention, n'est-on pas en train peut-être de dévoyer la révolution, hein? Alors peut-être que c'est parce que ça a été les premiers, je dirais les plus rebelles. Vous dites dans votre ouvrage, parce que c'est comme ça aussi que on les appelait les perturbateurs. Voilà. Vous dites, alors c'est peut-être pour ça que ça a été ce dont on a voulu le moins parler pendant des années. Parce que, quand même, votre frère, Abbas Lagharour, je laisserai le soin à vos futures lectrices et lecteurs de découvrir, bien sûr, l'ensemble de l'ouvrage. On ne peut pas l'évoquer dans son ensemble. Et quand même, ça a été quelqu'un qui, tout d'un coup, parce qu'il s'est opposé à certaines prises de position politique, à certaines formes d'organisation qui ont été mises en place après le congrès d'Assoumam, qui a dit non. Ça va pas, qui est allé à Tunis pour exprimer, je dirais, son veto, hein, ça, mais qui tout d'un coup s'est retrouvé jugé, condamné à mort, jeté en prison, et qui plus est, dans les prisons tunisiennes. Ouais. Et qui a été, je dirais, menotté et jeté au cachot, non pas par ses frères de combat, mais par la police tunisienne ou les services tunisiens de l'époque. En collaboration avec... En collaboration avec certaines personnes. Avec les frères de combat. Je viens vous parler de la rébellion et de Mchouichine. Et moi, je crois, je l'ai écrit quelque part, j'ai dit qu'on a tendance toujours à condamner les effets. Mais pas les causes. Il n'y a pas les causes. C'est ça. C'est toujours, voilà, ils sont rebellés. Mais pourquoi? C'est une action. S'il y a une réaction, il faut voir quelle est cette action qui a provoqué telle réaction. Donc nous, on a tendance toujours à aller condamner les réactions sans voir quelle est cette action qui a provoqué ce type de réaction. C'est peut-être il faut plus parfois condamner l'action que les réactions. Donc, quand on parle de Mchouichine, on ne sait pas pourquoi ces Mchouichines ont existé. Il faut que le lecteur, enfin les citoyens, sachent ce qui s'est passé, pourquoi ces gens-là sont rebellés, pourquoi l'horreur a été... D'ailleurs, on n'a pas, car vous le dites, il n'y a même pas ce qu'on pourrait appeler les minutes d'un procès.
on ne sait pas très bien. Hein. A-t-il été condamné parce que votre frère a-t-il été condamné parce qu'il aurait tué Chihani? Est-ce que c'était pour une autre raison? Il a fallu combien? Plus de 25 ans pour que lui et ceux qui ont été condamnés à mort avec lui et exécutés soient réhabilités. C'est ça, il y a à peu près 25 ans après l'indépendance, presque. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein, puisqu'il y a même une photo dans votre ouvrage, on voit que les corps ont été rapatriés et donc aujourd'hui ils sont enterrés à la Halia avec les autres martyrs de la Révolution. Donc aujourd'hui, non, il y a une réhabilitation, mais de fait. Moi, ce que je cherche un peu, une vérité proche de la vérité sur les conditions réelles de son assassinat. Dans quelles conditions? Est-ce que c'est la Sommam, l'opposition à la Sommam? Vous parlez de la mort de Chihani Bachir. Moi, je dis toujours, même si c'était lui, on ne sait pas encore, parce que moi, j'ai apporté des témoignages l'accusant de l'assassinat avec Adjoul, avec Adjoul de Chihani Bachir, mais Chihani est mort en 55, octobre 55. Je pense que les wilayas étaient autonomes, les zones étaient autonomes. Ça a été déclaré par BETAF, le groupe des 22, jusqu'à la tenue du congrès. C'est ça. Donc, Abbas Laghrour, il a agi, si cette accusation de l'assassinat de Chihani s'avérait réelle, je me dis toujours, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un a posteriori, c'est-à-dire quelqu'un qui vient après, qui rejoint le maquis 2 ans après, qui va faire une loi et qui va l'appliquer de façon rétroactive. De façon rétroactive. C'est-à-dire, ça c'est injuste. C'est-à-dire, moi, d'après mes analyses, je crois que je l'écris ici, c'est une volonté tout simplement de le liquider parce qu'il est quand même un symbole de novembre et on sait bien, après le congrès de la Sommam, il y a eu toute une équipe qui est arrivée au pouvoir. On sait que les patriotes ou les nationalistes, moi je les appelle, ou les novembristes ont été arrêtés. Tout le groupe Ben Mehdi est décidé. Il ne restait que Krim, par exemple, parmi le groupe d'ISIS. Il ne restait que Krim Belgassem. Donc il faut déblayer le terrain pour les nouveaux arrivants de l'EDMA, de Farhat Abbas, du Ulama, qui arrivent pour s'emparer parce que vous dites du flambeau de la révolution. Ça, c'est pas accusé de traître ni Farhat Abbas, c'est des gens qui ont milité. Les Ulama, ils ont joué leur rôle, mais il faut donner aux novembristes, aux patriotes, leur place dans l'histoire. C'est-à-dire, maintenant, on parle des ulama, des communistes, des l'EDMA, ils sont tous les centralistes qui étaient contre aussi. Ils n'étaient pas contre ils étaient contre l'action armée. Armée, absolument. Et tout d'un coup, maintenant, ils sont mis en valeur à la place des gens qui ont agi le 1er novembre 1954. Et je pense, moi, l'assassinat, ça fait un peu partie de déblayer le terrain pour une oui, équipe parce que vous le dites, votre frère Abbas Laghrour va être donc condamné à mort et exécuté en 57, donc à Tunis. Vous dites, et c'est quand même, moi je me pose, votre livre très intéressant, vous dites toujours, je me pose la question. Je ne dis pas que c'est comme ça, je me pose la question. Je me dis, quand même, à ce moment-là, la Barbeta, il est en prison. Voilà. Hein, c'est-à-dire, parlons des 6. Les autres, Ben Mehdi, Zerout, Didouche, etc., ont été tués, soit au combat, soit assassinés comme Ben Mehdi, etc. Il n'en reste qu'un. Dites, c'est-à-dire du foyer central, n'a-t-on pas, on ne veut pas être paranoïaque, mais n'a-t-on pas attendu
que les premiers, c'est-à-dire les vrais germes, ne soient plus présents, pour que tout d'un coup, on se dise, bon, maintenant il en reste quelques-uns, on va enlever tout ça, et puis on va rebattre les cartes, disons, hein, pour pas dire autre chose. Alors bon, c'est un point de vue, hein. Je dis pas que c'est l'histoire. Mais vous posez la question et vous dites comment ça se fait. Et je me dis, les gens, par exemple, les représentants de ce qu'on appelle la FLN, la LN à l'époque, ils étaient déjà en Tunisie. C'est ça. Avant, ils étaient Abdelhaï qui était représentant. Puis d'un coup, il y en a eu des nouveaux. Qui était là-bas Même au Caire. depuis novembre 54. Il y avait toute une équipe qui était là pour l'acheminement des armes, pour l'organisation. Oui, pour la représentation aussi, pour la représentation, diplomatique. Qui a été désignée par les hommes de novembre, qui a été par Chihani, par Al-Gharour, par Mbouloud. Et tout d'un coup, on vient balayer. Et puis c'est la question que vous posez, vous dites toujours le problème, un des problèmes fondamentaux de notre libération nationale, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, oui, etc. Oui. Bon, et peut-être que vous dites Abbas Al-Gharour a peut-être un peu trop poussé à la roue le fait que non, pas question, c'est la primauté à l'intérieur. Et, oui, et excusez-moi, avec tout le profond respect que je peux avoir pour votre frère, pour ce martyr, Abbas Al-Gharour, mais peut-être ce qu'on appelait, il était peut-être une grosse gueule, comme on dit. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, vous le dites hein, vous-même, oui. Hein, il était très fier. Je prends cette expression dans le sens le plus noble du terme. Pas presque gueule, mais c'est quelqu'un de strict. Vous savez, quand on était... Quand j'étais jeune à l'école, avant le 1er novembre, avec un cousin, on s'est absenté de l'école. Et puis l'instituteur nous a demandé un mot. Et Abbas nous a fait un mot pour justifier notre absence. Alors, quand l'instituteur l'a lu, il leur a dit il faut les punir. Il faut leur donner la punition qu'il mérite. Donc, il était... il ne s'est pas rebellé contre le pouvoir, attention. Non, alors... Parce qu'il y avait Talb al-Arbi qui disposait de 300 combattants à la frontière tunisienne-algérienne qui voulait libérer. Il n'a jamais fui sa responsabilité. Non, d'ailleurs, chaque fois qu'on lui a posé la question... Il dit, il était là, ils ont voulu le libérer de prison. Il a refusé. Il a toujours dit j'obéis au Nidam. Nidam, il y a l'ordre. Je suis un homme j'obéis à l'ordre parce que c'est j'évoquais ça aussi dans le livre au niveau de l'organisation de la Wilaya 1. C'est vrai parce que tous les gens de mouvement national étaient stricts, c'est-à-dire pas de régionalisme. Il faut obéir. Il faut aller là où on vous demande d'aller. Les gens du 1er novembre 54 ont été dispersés. Al-Gharour Chaban, c'est encore un frère qui a été... C'est des militants. Ils ont accepté d'aller dans d'autres régions pour que vous n'étiez pas sûr d'être le message de la révolution. Et on parlait de problèmes de dissidence, comme on disait tout à l'heure, ce moment de déclenchement de la révolution, beaucoup d'Algériens ont rejoint le maquis. C'est des gens qui n'étaient pas encadrés dans aucun parti politique. Absolument. Ces gens-là, devenus des héros dans leur douar, dans leur montagne, ils étaient là, ils connaissaient les terrains, ils connaissaient les familles, ils connaissaient tout. Et tout d'un coup, un ordre vient pour les déplacer. Allez, mettez-les dans telle zone, ou tel douar, ou tel... Le gars, il refuse. Ouais, c'est ça. Combattant. Il dit, moi, je connais les familles, je connais le terrain. Si oui, j'ai confiance. Si vous m'envoyez là-bas dans un autre terrain, c'est-à-dire vous me condamnez à mort. Ouais. Et ça, c'est l'apparition un peu de ce type de dissidence. C'est pas
dissidence tribu contre tribu, c'est des dissidences un peu au niveau des ordres. Non, non, mais vous évoquez même à un moment donné comment s'est fait la distribution, entre guillemets, des responsabilités, des grades. Et bon, ben là, ça a posé beaucoup de problèmes parce que tout d'un coup, ça venait de quelque part, alors que ça ne tenait pas compte de la réalité sur le terrain. Mais je suppose que ce n'est pas seulement pour la wilaya 1, hein, c'est pour toutes les wilayas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit, mais Hada, depuis 54, le premier... vous connaissez Sharia, je vous envoie à Tunis. Voilà, et puis tout d'un coup, le gars, il vient de je ne sais pas d'où, on vous dit, c'est lui votre nouveau capitaine. Non, il ne connaît pas, il n'a aucun relationnel avec les villageois du coin, avec la population. Et comme disait le fameux grand combattant anticolonialiste Ho Chi Minh, il disait, il faut être comme un poisson dans l'eau si on veut, si on veut gagner. Et l'eau, c'est la population. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Français, les SAS, c'est leur absolument, c'est cassé. Aller prendre la population, parce que c'est la population qui est l'eau pour les maquisards. Alors, vous parlez effectivement beaucoup aussi, Salah Laghour, d'un moment donné où c'était une... Je ne dis pas que c'est la seule, hein, on fait partout malheureusement, mais c'est quand même une des wilayas qui leur posait le plus de problèmes à l'armée française et plus particulièrement au service secret français, au service de renseignement de l'armée française. Et il est possible aussi qu'ils ont mis le paquet, si je puis dire, sur cette wilaya et sur justement les responsables de cette wilaya pour liquider. D'ailleurs, Mostafa Ben Boulaïd était parmi l'un des plus visés. C'était vraiment la chasse totale. Et puis, comme on voyait qu'après la mort le martyr de Mostafa Ben Boulaïd, ben, ça continuait quand même. Les exploits guerriers, parce que c'est des exploits guerriers absolument extraordinaires, dans cette wilaya. On dit, bon, écoutez, c'est une région difficile, on ne peut pas l'atteindre, ces hommes sont aguerris, connaissent le terrain, on perd trop d'hommes, il faut peut-être un peu arrêter les frais et trouver une autre solution. Absolument, oui. Et la solution, on va essayer de monter ce qu'on appelle des coups fourrés. On va introduire des éléments. Et vous dites, très certainement, ils ont introduit des éléments pour pouvoir tout simplement mettre le verre dans le fruit et ça a dû également jouer. Ça a marché, les Français, ils ont réussi dans pas mal de coups. Beaucoup de choses encore à dire. On n'a pas évoqué malheureusement l'armée de libération du Maghreb. Oui. Point très important dans votre ouvrage et le rôle qu'a joué votre frère Abbas Laghour pour cette armée de libération du Maghreb. J'espère qu'un jour, il y aura des historiens qui se pencheront sur ce sujet et bien évidemment sur le sujet de la Wilaya 1. Mais on rend hommage à certains combattants morts avec Abbas Laghour, Shrit Zahar. Oui, vous en parlez beaucoup. Athmani Tijani, Houha Bel'id, Mentouri Mahmoud, c'était le conseiller d'Abbas Laghour. Zaharouri, c'est des étudiants qui venaient du cœur. Mentouri est étudiant à Lyon. Il a été à Aïd Zaouch, qui était aussi secrétariat. Il était. Je ne peux pas tous les citer. Mais vous les citez dans votre ouvrage, Salah Laghour, et vous leur rendez un magnifique hommage. Un hommage à ces hommes qui sont allés jusqu'au bout du sacrifice suprême pour leur pays. Des documents en annexe, une très bonne bibliographie. Merci beaucoup pour ce livre témoignage, Salah Laghour. Abbas Laghour, du militantisme au combat, Wilaya 1, Ores Namemcha. C'est paru aux éditions Chihab. J'espère que vous allez continuer votre travail de recherche sur la Wilaya 1. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Vous serez toujours les bienvenus. Algérie. Merci de m'avoir invité. C'est moi. Pour cette émission d'expression libre. Voilà. Merci. C'est très aimable à vous, Salah Laghour. Voilà. J'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise
sur ce pan de notre lutte de libération nationale, et plus particulièrement sur la wilaya 1, avec cet ouvrage de Salah Lahrour. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Je vous dis bonne soirée. Restez bien calés dans vos fauteuils pour regarder la fin des émissions ou la suite des émissions de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Allez, bonne soirée, merci. Merci.